Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de la philo qui gratte. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé à raconter sur le relativisme moral. Alors, je vous rappelle quand même ce que c'est que le relativisme moral. C'est l'idée que les valeurs morales, on dit le bien et le mal, dépendent, sont relatives, aux lieux et aux époques. Autrement dit qu'on ne peut plus parler du bien et du mal, on est obligé de relativiser ces notions. Et donc on peut dire que à une époque, dans tel pays, on considère que telle chose est bonne ou telle chose est mauvaise, mais qu'en réalité ça va changer ou que ça a déjà changé, et que de toute façon si on se trouvait ailleurs, eh bien on aurait d'autres valeurs qui sont justement relatives au lieu où on se trouve et à l'époque où on se trouve. Bon. Alors, on avait un peu discuté déjà des qualités et des défauts de cette thèse. On n'avait pas parlé de la thèse qu'on lui oppose souvent. Cette thèse, c'est l'universalisme moral. Alors, c'est quoi l'universalisme moral? C'est l'idée inverse, c'est l'idée qu'il existe des valeurs absolues. Il existe un bien et un mal absolu, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des lieux, des époques. Autrement dit, l'idée qu'il existe des valeurs universelles. Alors, soit qu'on peut les déceler, autrement dit, si on passe au-delà des différences entre pays et époques, on discernerait des valeurs qui seraient universelles, ou alors, c'est peut-être plus répandu, l'idée que ce n'est pas parce que les valeurs semblent relatives en fait, qu'en droit, elles ne sont pas universelles. La distinction philosophique en fait en droit, en fait c'est ce qu'on constate autour de nous. On regarde concrètement ce qui se passe, alors effectivement il semble que les valeurs soient très différentes. En revanche, ça n'empêche pas, pour certains, ça n'empêche pas qu'on puisse imaginer des valeurs qui seraient universelles. Ce qu'on va dire en droit, c'est-à-dire dans l'idéal, on devrait pouvoir accéder à des valeurs universelles. Alors cet universalisme, on en avait déjà un peu parlé, avec deux auteurs, je vais en dire deux mots rapidement, Rousseau et Kant, deux auteurs du XVIIIe. Alors, le premier, Rousseau, dit que on peut défendre l'idée de valeur universelle, puisque nous sommes tous des créatures divines qui avons reçu de la part de Dieu une conscience innée, une conscience morale innée, qui se présente sous la forme d'un instinct. Ça vous intéresse, vous allez voir dans les épisodes précédents. Ou alors Kant qui dit que nous avons tous reçu de la nature la raison, nous sommes tous des êtres rationnels, et une certaine forme de la raison, qu'on appelle la raison pratique chez Kant, nous permet, si on sait l'utiliser, cette raison de tomber d'accord sur des valeurs morales universelles. Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On oppose le relativisme et l'universalisme, en disant que on ne peut pas défendre l'un et l'autre, soit on pense que les valeurs sont relatives, soit on pense qu'elles sont absolues. Alors, en fait, il y a une position intéressante par rapport à ce problème, qui est une position conciliatrice, qui consiste à essayer de concilier les deux. Alors, ça semble pas évident. C'est la position que défend un auteur qui s'appelle Lukes, L-U-K-E-S, dans un livre, au titre vraiment très très clair, qui s'appelle Le relativisme moral. Alors lui défend ces idées-là, mais en essayant de trouver une manière de défendre les deux points de vue, peut-être en insistant plus sur l'universalisme moral, mais en disant que ces deux points de vue viennent en réalité d'intuitions qui seraient toutes les deux justes. Alors, asseoir une théorie philosophique sur des intuitions, c'est-à-dire la défendre en disant qu'elle peut correspondre à des intuitions, c'est très à la mode en ce moment dans ce qu'on appelle la philosophie expérimentale. La philosophie expérimentale, c'est un truc anglo-saxon qui consiste à faire des expériences pour voir si les théories philosophiques marchent. Alors des expériences très très simples. On demande aux gens, tiens voilà, quand on vous dit ça, à quoi ça vous fait penser, ou si vous étiez dans telle situation, vous avez l'intuition de quoi, comment vous agiriez, etc. Donc c'est des questions très très simples, mais qui servent quand même à donner un aspect assez concret à la philo, qui est assez intéressant. Et donc, si on regarde le relativisme et l'universalisme, on peut déceler derrière deux intuitions. Enfin, à chaque fois une intuition. Le relativisme, il repose sur quelle intuition?
Il repose sur l'intuition que, finalement, puisqu'on est tous différents, eh bien, il doit exister des valeurs morales différentes. Voilà. Puisqu'on est tous dépendants d'une société, puisqu'on est tous dépendants d'un territoire, puisqu'on est tous dépendants d'une époque, eh bien, il est logique de penser que les valeurs morales dépendent des sociétés, des lieux et des époques. Donc, intuitivement, c'est pas du tout absurde. En revanche, d'un autre côté, l'universalisme, lui, il reposerait sur une intuition qui consistera à dire quoi? Qui consistera à dire que, oui, peut-être au niveau superficiel, on est différent, mais à un autre niveau, on est tous identiques, nous sommes tous des êtres humains, et que on a quand même l'intuition qu'on devrait pouvoir s'entendre sur certaines choses, qu'on n'est pas si différent que ça, qu'au-delà des différences, on a des points communs qui sont extrêmement importants, on partage des choses qui sont extrêmement importantes, et cette intuition, pareil, elle semble juste. Bon. Donc, Luke se dit, vous voyez, très très bien comme quoi ces deux thèses qui peuvent sembler opposées, en fait on peut d'une certaine manière les concilier en disant qu'elles reposent sur des intuitions morales, des intuitions psychologiques et morales, qui semblent assez défendables en réalité. Alors, la manière de défendre les deux points de vue, c'est de dire que du point de vue universaliste, le point de vue universaliste, en quoi il est légitime? Il est légitime, il semble légitime, même intuitivement, parce qu'on est confronté à certaines pratiques, à certains comportements, qui, d'emblée, nous semblent scandaleux, qui, d'emblée, nous semblent, par exemple, inhumains, qui, d'emblée, nous révoltent. Bon. Et on a beaucoup de mal à les relativiser, à dire « Ah oui, mais pour moi, ça me paraît horrible, mais en réalité, peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que pour les autres, ça leur semble normal. » Bon. Il y a tout un ensemble de choses comme ça. Je vais vous les faire défiler, vous allez les voir, qui, pour beaucoup de monde quand même, semblent scandaleuses, attention, scandaleuses en soi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on peut relativiser, mais c'est des choses qui semblent mauvaises absolument. Ça, c'est le côté, la défense de l'universalisme. En revanche, les relativistes disent déjà qu'effectivement on se trompe parce que ça dépend des lieux et des époques, mais que surtout, qu'est-ce que les relativistes reprochent à l'universalisme? Ils lui reprochent la chose suivante. Ils disent, mais quand les universalistes disent, voilà, nous savons quelles sont les valeurs bonnes et quelles sont les choses mauvaises, par exemple, comme le fait la thèse des droits de l'homme, ceux qui défendent la thèse des droits de l'homme disent, voilà, ces droits-là correspondent à des choses, ou à des droits qui sont bons pour tout le monde. Bon. Eh bien, qui prétend le savoir? Ceux qui sont habitués à vivre avec ces droits, ceux qui sont habitués à défendre ces droits. Donc les gens qui sont habitués à défendre la liberté, les gens qui réclament la liberté, les gens pour qui l'égalité semble une chose évidente, bien entendu qu'ils vont avoir tendance à vouloir imposer ça aux autres en disant « mais non, c'est universel, voilà les choses qui sont absolument bonnes ». Mais les relativistes disent « il y a des peuples, il y a des gens qui ne sont pas habitués à ces valeurs, et qui donc ont le droit d'y résister, ont le droit de dire que nous, eux, ne sont pas du tout attirés par ces valeurs-là, eux sont habitués à d'autres valeurs, etc. Donc, c'est pour ça que le reproche qui est souvent fait à l'universalisme, c'est peut-être ce qu'on appelle un impérialisme. Hein. C'est quoi un impérialisme? C'est le comportement, en fait, d'un empire qui veut imposer aux autres ses propres valeurs. Voilà. Et on dit que l'universalisme peut être vu comme un impérialisme moral. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type qui dit voilà, moi je sais quelles sont les bonnes choses, c'est tout simplement un type qui a de la puissance et qui prétend imposer aux autres ses propres valeurs. Mais pour les relativistes, rien ne dit qu'effectivement ce soit des valeurs universelles. C'est simplement parce que ces valeurs à lui paraissent si évidentes et si bonnes, en plus il a le pouvoir de les faire appliquer, il va les faire appliquer au nom du bien en disant non, non, ce sont des valeurs absolument bonnes. Mais pour le relativiste, non. Bon, ça c'est la critique relativiste. Hein. Espèce d'impérialisme des valeurs. Alors, vous voyez un peu comment on peut légitimer chacun des points de vue au niveau philosophique, au niveau intuitif, et comment on peut trouver des raisons pour défendre chacun des points de vue. Ça, c'est ce qui en général correspond dans une disserte à la troisième partie, qui est la partie de la synthèse. Hein. Donc on présente une théorie, on présente le relativisme, on présente dans la seconde partie
une autre thèse qui est l'universalisme. Et la synthèse, c'est pas de dire que les deux ont raison, que les deux ont tort, c'est de présenter les deux en dépassant l'opposition un peu classique de dire, voilà, il y a A qui s'oppose à B, et de dire que peut-être, d'une certaine manière, et c'est ça qui est philosophique, qui est dur à comprendre, peut-être que A et B ont leur propre justification, que A et B peuvent être, jusqu'à un certain point, légitimés. Voilà. Donc, je m'arrêterai pour l'instant sur le problème du relativisme moral, et j'espère que vous avez vraiment compris le relativisme et l'universalisme. Ciao!